Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons fêter les 70 ans d'un film culte et unique en son genre, peut-être pas, mais surtout parce qu'il s'agit de la seule réalisation de son artiste derrière la caméra, à savoir Charles Laughton. Vous l'avez compris, il va être question ici de La Nuit du Chasseur, Night of the Hunter, qui est adapté du roman du même nom de Davis Grubb, qui était publié 2 ans avant, et qui met en vedette au casting, dans le rôle principal, le terrifiant ici dans sa prestation, Robert Mitchum, qui était déjà fort connu à l'époque, pour un film qui n'est pas vraiment une production hollywoodienne, c'est un petit budget, moins d'1 million de dollars, vous vous rendez compte, mais qui a marqué l'histoire du cinéma a posteriori, parce que c'était pas un grand succès à l'époque. À ses côtés, nous avons Shelley Winters, qui joue la mère, voilà. Lillian Gish, grande actrice du cinéma muet, qui était un petit peu tombée en désuétude à l'époque, mais qui avait encore quelques bons rôles, dont celui-ci. Et s'il utilise Charles Laughton ici, cette actrice, ce n'est peut-être pas par hasard. Tandis que les deux jeunes enfants sont joués par Billy Chapin et Sally Jane Bruce. C'est une histoire assez dramatique ici qui nous est présentée, un thriller conte de fées qui s'avère très glauque quand même, hein, surtout pour l'époque. On va suivre donc un révérend, un prédicateur, un faux prophète, hein, si vous voulez, nommé Harry Powell, qui s'avère être un tueur en série, et tueur de femmes, parce qu'il est misogyne, il est très cruel envers celles qu'il traite comme des catins de Babylone, hein, si vous voulez, je simplifie, lui qui reprend soi-disant la parole de Dieu. Petit point ici quand même sur le puritanisme, hein, comme quoi la place de la femme dans la religion, hein, on peut en dire ce qu'on veut, mais vous m'avez compris. Bon, c'est pour ça que c'est un film américain certes, mais réalisé par Charles Laughton, qui, rappelons-le, est britannique d'origine. Et donc ce prédicateur, il cherche ses proies, hein, grosso modo, et un beau jour, il tombe dans une prison quand même, pas pour meurtre, hein, pour, je sais plus, vol de voiture, je crois. Il est avec, dans la même cellule, un père de famille qui a tué par, non pas du gain, mais pour faire survivre sa famille. Petit contexte très important, ce film se déroule dans les années 30, la Grande Dépression, et dans le sud des États-Unis. Hein. On est dans, on va dire, le Southern Gothic aussi. Là, plus que le conte de fées, mais les deux se mélangent en fait. Bref, les deux parlent, et il apprend, ce faux prophète, que le père a caché l'argent, hein, quelque part. Donc, pas de révélation là-dessus, mais Powell, en sortant de prison, va retrouver cette famille, ses deux gosses et la mère. Il va vampiriser les lieux, c'est littéralement ça, hein. Séduire la maman, et se rapprocher des deux plus jeunes, sauf que le fils résiste quand même. Hein. Lui, il a encore l'image de ce père qui n'est plus là. Il y a quelque chose de très fort là-dessus. Et donc, est-ce que Harry Powell va réussir à extorquer cet argent caché quelque part? Il va y avoir plusieurs aventures qui vont mener d'ailleurs ces deux enfants ailleurs que dans le cocon familial, vers cette potentielle dame, mère autre de substitution, jouée par Lillian Gish, qui recueille des enfants, et qui est un petit peu la face opposée, vraiment, du personnage de Robert Mitchum. Et c'est, mais alors, d'une fluidité et d'une cruauté absolue, ce film. Que je revois pour l'occasion. Quand je l'avais vu la première fois, ce fut une claque. Et là, le revoir, après avoir découvert beaucoup de films préalables et a posteriori, on sent la place qu'il a dans l'histoire du cinéma américain. Je dirais pas forcément que c'est une révolution, d'ailleurs, en ce sens, non. C'est plutôt une quintessence de cette époque âge d'or d'Hollywood. Il y a encore de belles années hein, pour le cinéma hollywoodien de cette époque-là, avant le nouvel Hollywood. Mais là, on arrive à quelque chose qui culmine et qui va, on va dire, être dans une certaine porosité d'influence pour beaucoup de cinéastes ensuite. Moi, je pense aux frères Cohen, beaucoup, qui ont énormément référencé ce film, par des petites bribes, hein, par la suite. Évidemment aussi en France, hein, il n'y a pas que le cinéma américain. Jean-Pierre Jeunet, cette idée de conte de fées, les enfants un petit peu macabres, voilà, La Cité des Enfants Perdus, que j'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais fait une vidéo, voilà. Plein de choses, et tu te rends compte que
il y a une forme de quelque chose de matriciel, mais qui reprend aussi immensément des codes préalables. C'est pour ça que c'est pas non plus un renouveau total. Et Charles Laughton en est totalement conscient. Déjà, il a choisi un chef-op remarquable, Stanley Cortez. J'en ai parlé récemment dans La Splendeur des Ambersons, mais voilà, Orson Welles. Hein. Il avait travaillé pour Fritz Lang aussi. C'est très important parce que je pense que le cinéma de Fritz Lang a énormément influencé aussi ici ce film. Moi j'ai pensé à Fury, film américain de Fritz Lang sorti en 1936. Sur la fin, ouais, verdict populaire, tout ça, il y a quelque chose Fury m'avait beaucoup marqué aussi. Hein. Quand j'en parlerai probablement l'année prochaine, vous comprendrez. À moins que je change complètement d'avis. Au revisionnage, j'en doute. Il y a ça, et évidemment Charles Laughton, s'il prend Lillian Gish, hein, c'est parce qu'il adorait le cinéma muet. Plusieurs cinémas muets d'ailleurs différents, Griffith oui, mais aussi, et presque surtout hein, visuellement parlant quand même, le néo-expressionnisme allemand. Et ces histoires d'ombre, hein, évidemment les apparitions, alors ça paraît tellement évident aujourd'hui, tu te dis, même à l'époque, hein, si vous connaissiez, je ne sais pas si des gens l'ont vu, alors vous êtes très âgés dans ce cas à sa sortie, mais même des gens qui ont découvert en 1955 ce film et qui connaissaient le cinéma n'étaient pas forcément surpris des emprunts peut-être hein, de... allez, au hasard, Nosferatu. Je balance ça parce qu'il y a une scène où il vampirise, je disais ça dans le synopsis, hein, littéralement la mère de famille qui est allongée là, c'est clairement, il y a un plan un peu à distance comme ça, voilà, c'est du Nosferatu dans le texte. Bon, et évidemment, le côté shadow, hein, la menace fantôme d'un gars qui fait peur visuellement, mais avec une stature de séducteur, c'est le diable séducteur si vous voulez, avec les apparences de ce pasteur référence à Dieu. Il est en ligne directe avec Dieu pour créer le mal, il est plus en ligne directe avec le diable, hein, si vous voulez, mais cette idée-là de dualité, j'y reviendrai parce que c'est un peu la thématique du film. Donc c'est remarquable dans l'esthétique, et pas que comme ça. Alors, il n'y a pas que ce cinéma allemand-là, bien sûr, il y a aussi le travail des décors, là on est peut-être plus dans Griffith, peut-être plus dans... voilà, autant n'importe le vent. Je balance des trucs comme ça, mais ce sacro-saint cinéma Golden Age américain, muet ou pas muet d'ailleurs, des années 10 aux années 30-40, quoi. Un peu moins sur le film noir, c'est pas vraiment dans l'ambiance film noir d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, avec ses décors, ses travaux, oui, sur les premiers plans et les distances, à un moment on voit, il arrive... au loin, et on est dans la maison. C'est extraordinaire parce que la plupart des scènes ont été faites en studio. Et on le sent, mais on le sent pas à la fois. C'est à la fois très naturel, donc le côté Southern Gothic, tout ça, très... c'est palpable, quoi. C'est pas le sud profond peut-être, mais pas loin quand même. On est dans le sud, avec des gens qui sont vraiment très modestes, qui sont très influençables d'ailleurs aussi du goût, hein, d'où cette présence-là qui va un peu retourner tout le monde. Roger Corman le fera autrement des années après dans The Intruder, dont j'ai parlé avec l'ami Thierry de Pinsan, que je salue ici s'il passe sur cette vidéo dans plusieurs années. Petit private joke entre nous. Mais il y a cette idée-là de travail sur les lieux et les espaces. Ça semble artificiel, forcément, petit budget et tout, mais avec le travail des décors, des ombres, de la photographie, tout ça mélangé, parce qu'il y a une vraie collaboration de travail, je pense, au niveau de l'équipe technique. On y croit sans y croire. Et là, on rentre, donc je vais en parler ici, dans cette histoire de dualité, entre le côté très naturel sur la terre, hein, profond, film américain, vous voyez, et le côté artificiel studio. C'est pas que ça s'oppose, ça se mélange, c'est perméable. Et c'est ça l'idée du film. La première dualité perméable, c'est l'homme de Dieu qui paraît extraordinairement bon sur tout rapport et en connexion avec le divin, est en fait un tueur ultra cruel, détestable, qui est misanthrope et misogyne surtout à ce niveau-là, intéressé par le pognon, on ne peut pas faire pire. Limite, il y a une forme de sous-jacence et allégorique dans le viol, dans la pédophilie. On peut trouver des moments comme ça, mais attention, il y avait les Coneys encore à l'époque, donc il y a des moments où on sent, parler de vampirisation, c'est pire que ça, sur le symbolisme, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Évidemment, hein, cette dualité, elle est là, parce qu'il est les deux à la fois, et aux yeux des gens, il le super bien, sauf que pour le fils, lui, non, lui, il comprend. Et d'où, sur ses mains, évidemment, ça c'est le truc le plus célèbre, on connaît. Vous n'avez pas vu le film, vous connaissez ça, le fameux Love and Hate, qui a été repris pas mal de fois, hein, aussi, dans pas mal de médias par la suite. Il est les deux à la fois. Donc c'est une dualité ensemble, il se persuade d'eux, parce qu'on sait que c'est le mal quand même, mais il y a plein de choses, hein, l'artificialité et le naturel, il est là aussi,
Et le conte de fées avec le macabre, ça va pas ensemble normalement, même si, quand on y pense, certains contes de fées étaient très macabres. Plus du côté des frères Grimm, vous voyez. C'est pas... Et même Andersen, hein, il y a des moments quand même. Bon, et ben tout ça est là. Cette idée entre l'innocence et la dureté de la réalité, c'est la fin de l'innocence, ce film, et la dualité entre le méchant, qui paraît bien sur tout rapport et séducteur, Harry Powell, et finalement la très 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 gentille et altruiste Rachel Cooper, jouée par Lillian Gish, qui paraît très dure, qui donne des fessées aux gamins, comme ça, elle a l'air même assez cruelle, comme ça, mais pas du tout. Donc méfiez-vous des apparences aussi. Et elle, je pense qu'elle cristallise cette apparence à la dure pour pouvoir, elle sait, comment dirais-je, protéger de beaucoup de choses, et elle inculque à la jeunesse que ce monde-là n'est pas si facile, justement. Cette idée que c'est un réalisateur qui vient du Royaume-Uni, qui a évidemment beaucoup travaillé aux États-Unis, était presque autant américain que britannique, hein, sur ces années de sa vie, dans son procédé hollywoodien en tout cas, mais cette idée qu'il, comme beaucoup de réalisateurs étrangers travaillant à Hollywood, d'avant et même d'après, il ose mettre quand même l'Amérique face à son mal dans ce film. Et c'est ça qui est important et intéressant. C'est-à-dire que Fritz Lang l'a fait dans Fury, ok, Billy Wilder, même Frank Capra d'origine étrangère, bon, c'est différent, mais on triture le côté société américaine, de ces faux semblants, de la réussite, du rêve américain, de tout ça. Et là, on est en plein dans vraiment le côté sombre. Évidemment, Grande Dépression oblige, c'est une époque où ça a été très dur pour tous les Américains. Hein. Et donc là, cette idée de désenchantement total, le film est très désabusé parce que tout le monde souffre. Lui, il en profite, hein, c'est le profiteur de ces moments sombres. Et il y a cette idée que on voit comment cette Amérique ultra-puritaine peut tomber dans cette noirceur-là quand tout va mal. Quand tout va bien, en apparence, c'est génial, et quand tout va mal et que vous n'avez rien, c'est la catastrophe, c'est la descente aux enfers. C'est un film qui s'ouvre sur ce conte de fées, un peu stellaire, avec des constellations de visages dans le ciel. Je pense que ça a inspiré David Lynch pour Dune. J'ai pensé à ça. Oui, mais bon, David Lynch a dû beaucoup apprécier ce film, quand même. Sur l'esthétique aussi, mais sur beaucoup de choses. Parce que David Lynch est aussi le cinéaste du mal américain, quoi qu'on en dise. Hein. Pas que ça, bien sûr. Il y a, dès le début, et puis, évidemment, ce qui va se passer derrière, la mort. Parce que la mort est frontalement montrée. Je ne vais pas faire de zone spoiler ici, on s'en fiche au final, mais bon, la mort est partout. Il n'y a pas grand monde qui survit à la fin, si vous voulez. La mort qui doit être rendue par la justice ou la verdict populaire, ça c'est une chose. Ou la mort provoquée par le révérend. Il y a un cadavre dans la rivière. Alors, il y a la fameuse rivière. Hein. Je pensais à l'horreur de Murnau aussi, pour pas mal de petits trucs. Bon, bref. Le cadavre dans la rivière, c'est extraordinaire. Et puis ça dure, on voit... dans cette voiture, cette femme, les cheveux, alors je ne dis pas qui c'est, hein, bon. Ça m'a rappelé, alors je ne sais pas, mais un autre film inspiré d'un roman Southern Gothic, dans Big Fish de Tim Burton, il y a un moment aussi, hein, mais c'est pas un cadavre, c'est une sorte de sirène et tout, puis lui il est dans la voiture, le personnage de Big Fish, pas mort. Et je sais pas, il y a ce moment-là où le temps se suspend dans quelque chose d'étrange. Mais là, c'est l'étrange glauque, hein. Il n'y a pas de fantastique possible derrière ou d'imagination. C'est très terre-à-terre. Donc voilà, quand je dis que ça a inspiré beaucoup de gens, je pense que Tim Burton aime beaucoup aussi La Nuit du Chasseur. Qui n'a pas aimé La Nuit du Chasseur, de toute façon. Et tous les cinéastes américains ou non qui ont vu ce film plus jeune, peut-être l'ont gardé dans leur esprit, qu'ils aient été inspirés directement ou non. Hein. Après, c'est le subconscient qui travaille de toute façon. Souvent, toujours. Souvent. Des fois, tu fais des hommages frontaux, évidemment. Donc il y a ça, et puis bien sûr, cette rivière, hein, le passage, hein, c'est la fin de l'innocence pour les enfants, il y a ce passage. Un passage avec, évidemment, ces comptines, ces chants, qu'ils soient religieux ou pas religieux d'ailleurs, des comptines pour enfants ou des chants religieux, là aussi, il y a une dualité. Ces moments, là aussi, suspendus dans le temps, où ça chante sur cette rivière et tout. Alors, rien à voir dans l'idée, mais quand même, dans cette ambiance, il y a quelque chose qui a été très fort et qui a été fait, qui était aussi une adaptation, d'ailleurs, de quelque chose de très américain. C'est La Nuit du Hibou, de Robert Enrico, qui avait été mis dans l'anthologie La Quatrième Dimension. Cette idée aussi de, voilà, c'est là... il y a ce passage, cette idée de on est dans un ailleurs, mais là c'est juste qu'on passe de l'enfance à... Enfin, c'est la fin de tout, quoi. Le petit en était conscient, la petite sœur moins, mais quand même. Il y a cette idée-là. Bon, c'est remarquable, dans toutes les symboliques, dans toute l'esthétique. Et il y a des moments où tu es complètement là et tu es
devant le film. Il y a plusieurs moments où tu es là, comme ça, au-delà de l'intrigue, au-delà de ce qui peut se passer, de ce qui peut se dire, est-ce qu'il va récupérer l'argent ou non, au-delà des mots. Et c'est là d'ailleurs on voit l'influence du cinéma muet aussi. Là on le sent, hein, parce que le film ne l'est pas muet, mais dans son ambiance et dans certaines scènes, on y est complètement. C'est un film atmosphérique aussi. C'est un film qui marque donc la noirceur de cette Amérique-là. La noirceur d'une Amérique qui est mal influencée par ses idées puritaines. Quand tout va mal, tout bascule, jusqu'au bout potentiellement ou pas, parce qu'il peut y avoir quand même une porte de sortie. Hein, le film laisse quand même quelque chose. Ce n'est pas que sombre de bout à bout. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est que vous l'ayez vu une fois ou plusieurs fois, je pense que vous ressentez avec le même état. Vous êtes un peu transi par un film qui restera évidemment dans les annales et qui va au-delà de toute appréciation, plus que même toute analyse, parce que tout a tellement été dit. Moi je fais un procédé critique hein, très modeste à mon niveau, mais en tout cas pour vous dire ce que j'ai ressenti à ce revisionnage. J'ai pas tout dit, que j'ai pas tout dit, j'aurais pu dire beaucoup de choses en plus, hein. Le rapport au père, les enfants qui jouent à un moment avec une chanson pour la pendaison, il y a le fils qui regarde et qui vient de perdre son père comme ça, c'est quand même très glauque, la fin de l'innocence elle est déjà là en sous-jacence. Il y a des moments qui paraissent comme ça qui sont très durs, là encore dualité, une petite chanson qui est joyeuse pour parler d'un acte très sombre et très dur. Bon, voilà, je vous laisse d'ailleurs compléter mes propos ici, me corriger éventuellement ou apporter d'autres précisions qui vous ont marqué, parce que là, ce film, évidemment, on pourrait en parler pendant des heures. Et donc, on discutera en commentaire sur La Nuit du Chasseur. L'unique, hein, et oui, réalisation de Charles Laughton, hein, je le disais en intro, qui... il est mort quelques années après, mais c'est surtout que, désabusé par le non-succès là, il n'en a pas fait d'autres. C'est dommage. C'est dommage, mais en soi, ça le rentre encore plus, ce film, dans la légende. Forcément. Allez, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.